Ce que vous voyez devant vous, c'est un Ketal triste. Alors certes, il est aussi malade, mais là, il est surtout triste. C'est un Ketal triste parce qu'il vient de voir les chiffres d'abonnement de la chaîne et il vient de se rendre compte que beaucoup de gens regardent les vidéos sans être abonnés. Vous voulez rendre ce Ketal triste un peu plus heureux et un peu moins malade? Abonnez-vous, mettez un pouce et mettez la cloche. On est près des 2000 abonnés. Et Ketal, heureux, sera encore plus heureux de partager avec vous plein de concours afin de vous faire gagner plein de choses. Alors, n'oubliez pas, un petit pouce, un petit abonnement, une petite cloche, un petit commentaire sous la vidéo aideront le référencement et feront de Ketal un Ketal plus heureux. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur Lorcana. Aujourd'hui une vidéo que j'aurais dû faire plus tôt et surtout que j'aurais dû faire au cours du mardi méta, mais étant revenu très malade du dernier tour d'un danger, j'ai dû décaler un peu mon planning. Et donc on est là aujourd'hui pour parler justement de tout ce qui s'est passé à Angers, parler des stats, parler de la répartition, parler des decks, bref, une grosse analyse de méta qui sera très appréciable pour vous évidemment à vos différents 7 championships pour essayer de gagner des Mirabelles, mais aussi pour le Lorca Quest qui arrive incessamment sous peu. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec cette magnifique image faite par mes soins. Même si j'ai 2-3 petites idées pour l'améliorer, je vais sûrement avoir de meilleures images à l'avenir à ce niveau-là. La répartition des decks de l'Open Lorcana de 592 joueurs. Alors il y avait à peu près 613 decklists inscrites à la base, donc le nombre de decklists ne peut pas correspondre au nombre de participants, l'image c'est écrit dessus mais vu que je suis devant je vous le redis au cas où, là le nombre de decklists c'est les decklists de tous les gens qui étaient prévus pour le tournoi, même si au final il y a eu un peu moins de joueurs, comme à chaque fois il y a toujours un peu moins de joueurs le jour J plutôt que par rapport à ceux qui étaient inscrits. Je préviens d'avant, je vais beaucoup moins la gorge, si je touche je m'en excuse d'avance. Donc, nous avons quand même évidemment beaucoup de bleu-rouge, beaucoup de saphir-rubis qui sont présents avec près de 18%, entre 17 et 18, voilà, vous voyez de toute façon c'est écrit 17-62% du field avec 108 joueurs quand même qui étaient prévus, ce qui est déjà une bonne tranche de joueurs. Et en fait, la répartition est plus ou moins ce qu'on attendait, on en a parlé en stream, mais c'était vraiment les chiffres attendus. J'ai envie de dire, au niveau des decks, la seule chose pour moi qui change un tout petit peu, premièrement, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'embrassiers, je pensais qu'il y en aurait un peu moins, et la deuxième chose pour moi, c'est je pensais qu'il y aurait un peu plus d'ambre émeraude dans le tournoi, vu que le deck a fait quelques perfs en ligne, et aussi à Londres, justement, il n'y a pas très longtemps. Donc, ça fait rubis 17%, embrassier 15%, rubis améthyste 12,72%, ensuite on a améthyste émeraude qui est très proche en termes de nombre de joueurs, avec 11,91%. Et ensuite on descend déjà d'un cran, émeraude acier, ambre améthyste, donc vert, gris et jaune-violet, qui sont dans leur propre rang, on va dire, avec 57 et 53 joueurs, donc environ 9% à chaque fois. Ensuite on redescend d'un cran avec violet-gris évidemment et bleu-gris, améthyste acier, saphir acier, à 36 et 33. Et après on va descendre au niveau des vingtaines avec améthyste saphir, améthyste ambre émeraude, puis aux quinzaines, aux dizaines, etc. avec les autres decks, je ne vais pas tout dire à voix haute. Mais la répartition n'est pas trop surprenante. Ce qui est quand même à noter, c'est qu'encore une fois, tout comme à Lyon, on a tous les decks qui sont représentés, ça c'est plutôt cool. Avec donc les 15 possibilités. Merci encore une fois aux 2 joueurs ou joueuses de Ambre Saphir d'avoir été présents afin qu'on ait vraiment l'intégralité des decks possibles de Lorcana dans le tournoi, ce qui est quand même très cool à noter, parce que c'est pas le cas de tous les jeux de cartes au monde, loin de là, d'avoir toutes les possibilités présentes. Mais voilà, au niveau de la répartition, plutôt du classique, je pense que c'est relativement ce à quoi il faut s'attendre pour les prochains gros tournois. Énormément de bleu-rouge, justement embrassier qui a toujours beaucoup d'admirateurs, et en plus, au vu des perfs du deck durant ce tournoi, autant vous dire que ça peut-être même remonter encore un peu. Peu de violet-rouge à la base, enfin... moins de violet rouge qu'avant, avant c'était vraiment le deck le plus joué, maintenant les gens sont un peu plus partis sur bleu rouge, j'ai l'impression. Mais violet rouge à ne pas sous-estimer, et quand même avec beaucoup d'aficionados, parce que même si jamais c'est un deck qui semble être un peu plus en galère en ce moment, et bon au final il s'en sort pas si mal, il y a toujours beaucoup de gens qui aiment bien le jouer. Aussi il faut se rappeler que c'est un deck qui est très peu cher, hein. C'est un deck qui coûte vraiment pas grand chose, parce que les seules cartes dedans qui vont valoir un peu cher ça va être le Maui ou des trucs comme ça, des cartes rares, et donc il n'y a aucune légendaire dans ce deck, ce qui fait que le deck coûte pas grand chose au final. Ce qui est plutôt appréciable et permet d'avoir des decks faciles à prendre en main, plus ou moins, mais surtout pas cher. Pour les débutants c'est parfait. Donc violet-vert, vert-gris qui fait une grosse remontada après les résultats à Las Vegas. Avant c'était beaucoup moins joué, mais depuis Las Vegas c'est beaucoup plus joué. Si on regarde par rapport à la méta lyonnaise qu'on a vu à la Lyon Cup, c'est clairement le deck qui a fait le plus gros jump en avant en termes de représentation
de très très loin, vraiment. C'est le truc qui saute le plus aux yeux. Et jaune-violet toujours présent parce que c'est du rush, et le rush dans une méta il y en a toujours un minimum. Violet-gris qui, vous le verrez, a un peu sous-perfait malheureusement. Violet-gris à ce set c'est un peu compliqué. Bleu-gris, toujours présent, toujours des aficionados. Il a même réussi à en avoir un en top, donc gros GG à eux. Bleu-violet qui, voilà, parmi les decks un peu bizarres, remonte un peu en estime, tout comme jaune-vert, hein, avec des decks qui ont des possibilités, mais c'est compliqué quand même de les amener en top. Et pour le reste, il y a trop peu de joueurs pour voir si vraiment c'est efficace pour amener en top, mais en même temps, s'il y a très peu de joueurs, c'est parce que les decks de base ne sont pas si forts que ça. Du coup, on passe à la répartition du top, où on a une immense représentation de Ruby Saphir, 32% du fil, 10 joueurs sur 32. Alors à savoir que, voilà, le petit texte que je cache derrière moi encore une fois, c'est tout simplement qu'il y a un joueur qui n'a pas rendu sa decklist au juge, du coup il s'est pris une DQ, plutôt un match loss en top, mais bon, un match loss en top, c'est comme une DQ au final. Et du coup, le top, c'était plutôt du 31 joueurs, parce qu'on n'a pas sa decklist. Je crois que c'est un joueur de rouge ou de violet-rouge, j'ai un doute là-dessus, lequel des deux il jouait. Mais voilà, ça vous donne à peu près la raison pour laquelle il n'y a que 31 joueurs représentés ici dans ce top. Et donc Ruby Saphir, quand même 32% du top, c'est une immense représentation, c'est un tiers des joueurs qui jouaient ce deck-là. Embrassier avec 6 joueurs, alors on peut croire que c'est beaucoup, en vrai vous allez voir que c'est ok tiers. De toute façon, vous allez voir, il y a une petite image en plus par rapport à avant qui est très intéressante. Améthyste Émeraude, 6 joueurs, donc Embrassier, Améthyste Émeraude à égalité en top. Émeraude Acier, quand même 4 joueurs, ce qui est loin d'être déconnant. Ruby Améthyste, 3 joueurs, ça par contre c'est un peu décevant, justement au vu du fait que c'était le 3ème deck le plus populaire, voire que c'est le 5ème deck qui a le plus de joueurs, c'est un peu dommage. Et quand même la présence d'un deck Ambre Améthyste, donc un jaune-violet qui est présent, qui a réussi à passer en top, et un Saphir Acier qui a réussi à passer en top. Malheureusement ces deux decks se sont fait éliminer dès le top 32, donc on les verra pas plus. Vous pouvez voir le Saphir Acier sur le live qu'on a fait. Et pour le reste, il n'y a pas du tout eu d'autres decks en top, mais quand même, on a une méta toujours très agréable, parce que bien qu'on ait un deck qui soit très fort dans la méta, on est loin de l'écrasante majorité qu'on avait au set 2, il n'y a pas de deck tier 0, on va le voir juste après par rapport à la partition. Et clairement, même si jamais bleu-rouge semble être le deck fort du moment, ce n'est pas pour autant un deck qui auto-win, qui auto-passe en top, et encore moins un tier 0 de la méta, c'est une certitude au vu des chiffres. Donc voilà au niveau du petit top 32 de ce Open Arcana. Et donc la nouvelle image qu'on va avoir, nouveauté que je vais mettre en place à partir de maintenant quand je fais des analyses, c'est justement les taux de conversion. Regardez comme elle est belle cette image. Alors malheureusement je suis devant l'image en bas, j'ai pas pensé à ça au préalable. Mais donc, en me décalant un peu, hop là, les cancres qui ratent le top, eh bien... c'est tout simplement les decks qui ont le moins bien perfé. Je vais rester près du micro en fait, mais voilà. C'est les decks qui ont moins bien perfé tout court du tournoi, parce que ce sont des decks qui... En gros, ce sont les 3 decks qui ne sont pas passés en top, et les plus représentés parmi ceux-ci. Donc on a quand même un magnifique presque 6% tout 0 du violet-gris qui vraiment a sous-perfé de ouf au tournoi. Saphir Améthyste bleu-violet, qui lui aussi passe donc de 3%, de quasiment 4% à 0. Et enfin Ombre Émeraude qui était relativement dans la même range, donc j'ai pas le chiffre devant moi, mais voilà, 3,26% qui passe à 0. Donc c'est un peu les 3 cancres, dans le sens que ce sont les 3 decks qui ne sont pas en top, mais qui avaient le plus de gens à la base. C'est d'autant plus pire pour Améthyste Acier, qu'il y a un autre deck qui avait moins de joueurs à la base. Saphir Acier avait un peu moins de joueurs que Améthyste Acier, et Saphir Acier a quand même eu des gens qui sont passés. Donc... grosse recess. Et donc vous le voyez, ici on voit très clairement la méta qui se dessine en fait par rapport aux decks qui passent en top, mais par rapport surtout à leur taux de conversion. L'idée est très simple. Ruby Saphir, on passe de 17,62% à 32,26%, ce qui fait 83% d'augmentation. C'est-à-dire qu'il y a eu 83% d'augmentation de pourcentage de joueurs. Ce qui est énorme. Quand on arrive à 100% déjà, en général, c'est vraiment un deck qui a surperfé de ouf. L'idée générale, ce qu'il faut prendre en compte pour le taux de conversion, c'est que si le jeu était parfaitement équilibré, ce qui n'arrivera jamais, c'est pas possible de faire un jeu parfaitement équilibré, mais si le jeu était parfaitement équilibré, on aurait le même pourcentage en ronde qu'en table. Ça voudrait dire que tous les decks sont viables et tous les decks ont le même pourcentage de joueurs en ronde qu'en top. Évidemment, c'est pas possible. Il y a forcément des decks qui sont plus forts que d'autres, d'autres qui passent pas, d'autres qui passent, etc. Et en gros, justement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un deck qui a autant en ronde qu'en top, s'il y a 0% d'augmentation de diminution, c'est que c'est ok tiers.
S'il y a de l'augmentation, c'est que c'est un bon deck. S'il y a beaucoup d'augmentation, c'est que c'est un très bon deck. À l'inverse, si jamais la diminution, c'est que c'est certes un deck qui a réussi à passer en top, mais vu qu'il y a moins de joueurs qu'en ronde, c'est un deck qui a sous-perfait. C'est juste qu'il y a eu tellement de joueurs qu'au bout d'un moment, il y en a quand même qui sont passés en top. Mais si jamais on aurait eu moins de joueurs dans cet archétype, bah peut-être qu'il y en aurait eu 0 dans le top. C'est plus ou moins ce qu'il faut se dire à la base. Donc, on le voit, Rubis Saphir, 80% d'augmentation, le meilleur taux de conversion du tournoi, donc clairement le deck qui était vraiment fait pour passer en top, même si on verra que derrière, malheureusement, ça ne gagne pas les phases finales. Mais clairement, Rubis Saphir, ça déconne 0 en ce moment, c'est peut-être le deck le plus fort du moment, mais encore une fois, c'est un tiers 1, mais c'est pas le seul tiers 1, déjà à mes yeux, et surtout c'est pas un tiers 0. Encore une fois, on n'est pas dans un top où quand on arrive au top 8, il y a full le même deck. Vraiment, il y a trop de jeux de cartes, faut regarder les résultats des autres jeux de cartes, mais il y a trop de jeux de cartes où vraiment quand tu arrives au top 8, en fait, il y a 3 decks différents, et dans les 3 decks différents, il y en a 6 c'est le même. Ici, non, pas du tout, on n'est pas du tout à ce point-là. Certes, le deck est fort, c'est indéniable, le deck est même très fort, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, mais il n'est pas ultra dominant, il n'est pas problématique à mes yeux. Le deuxième deck qui a le meilleur taux d'augmentation, c'est Amethyst Emerald. Alors moi, je pensais qu'il aurait le meilleur, pour être honnête. Au final, il arrive deuxième, ce qui est quand même une très bonne perf. Mais donc, Amethyst Emerald, quand même, 62% d'augmentation. On passe de quasiment 12% à un peu plus de 19%. Donc, on a plus de joueurs en pourcentage dans le top qu'en ronde. Donc, le deck a très bien perfé. 62%, c'est un excellent chiffre. Au-delà de 50%, c'est un excellent chiffre, hein, clairement. 100%, c'est beaucoup trop fort, même. On va partir de 100%. Ensuite, on va voir l'émeraude d'acier, 39% d'augmentation. Donc, pas déconnant, quand même. Vraiment un bon chiffre d'augmentation, proche de 50%, c'est vraiment pas déconnant, de 9 à 12%, enfin ouais, de 9 à presque 13%, c'est vraiment bien. Et enfin, le dernier deck qui a perfé dans ce tournoi, à ma grande surprise, c'est l'Embrassier. L'Embrassier qui a un bon petit 29% d'augmentation, même pas un 0%, même pas, il y a juste, il passe pile. Non, 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 il passe bien, il est à quasiment 30% d'augmentation, c'est immense encore une fois, d'autant plus immense qu'il part déjà de base de 15%, donc vraiment... excellente perf de Embrassier sur le tournoi, où tu dois une bonne perf de Embrassier, bien au-delà de ce qu'on pensait. Nous qui enterrions tous l'Embrassier de manière générale en disant bah, le match-up contre Rubis Saphir est tellement horrible que du coup, bah, en tournoi, vu qu'il y a beaucoup de Rubis Saphir, c'est compliqué. Et bien au final, Embrassier s'en sort parfaitement bien. Au niveau des decks qui ont sous-perfé, le premier qui a un peu sous-perfé, c'est Rubis Améthyste. Pourquoi? Parce que bon, on avait quand même quasiment 13% de joueurs à la base, et on en a moins au final. Donc il y a eu moins de joueurs qui passent, ce qui veut dire que peut-être qu'avec moins de joueurs, on n'aurait eu aucun Rubis Améthyste qui passe. Il doit sa présence déjà en top, en grande partie parce que c'était le troisième deck le plus populaire en termes de nombre de joueurs. Donc Rubis Améthyste, 23% de diminution, ça commence déjà à sentir un peu mauvais. Encore une fois, qu'on a 0, c'est la base, c'est ok tiers. 23% de diminution, ça veut dire que... Alors, le deck est passé en top certes, mais c'est pas un deck qui passe facilement en top, c'est pas forcément un deck très performant dans les méta, en tout cas pas comparé aux 4 autres decks qu'on voit au-dessus. Ensuite on a Saphir Acier qui a 40% de diminution, alors qu'il part d'un résultat très bas, il y a un joueur qui passe en top, et heureusement, sinon ça aurait été un cancre tout comme les 3 autres marqués en bas à droite. Et donc ici Saphir Acier qui fait un résultat un peu mitigé aussi, un résultat pas ouf, mais au moins il a un joueur en top, ce qui est déjà pas si mal. Mais vous voyez en termes de pourcentage, bah en vrai il aurait dû potentiellement avoir plutôt 2 joueurs en top, ou entre 1 et 2, donc bon, c'est un peu compliqué de son côté. Et le pire deck, celui qui fait la moins bonne perf, clairement c'est Ambre Améthyste. Vous voyez en fait au terme de pourcentage qu'il avait en ronde, si on regarde son pourcentage maintenant pour un joueur, même s'il y avait eu 2 joueurs, on aurait quand même été en déficit. On aurait été à genre 6,46% et on aurait quand même été en diminution. Donc il a un seul joueur alors que c'est du coup le 4e ou 5e deck le plus populaire. Donc grosse sous-perf d'Ambre Améthyste, vraiment la plus grosse sous-perf qui passe à ça d'être un cancre incroyable. Clairement, d'être passé à 0% en top, ça aurait été vraiment une énorme sous-perf. Donc Ambre Améthyste, deck rush, mais j'imagine qu'il y a tout simplement trop d'acier dans la méta actuellement pour pouvoir lui permettre de briller autant que ce qu'il devrait. Peut-être trop de joueurs aussi qui sont tombés contre des Rubis Saphir, enfin pas assez de joueurs Ambre Améthyste qui sont tombés contre des Rubis Saphir, qui sont leur match-up le plus favorable je pense, parce que tout ce qui est à base de violet contre le rush c'est compliqué, parce qu'on a des mimes, parce qu'on a des personnages qui peuvent avoir charge, etc. On a des moyens de gérer rush, mais en acier aussi, on a le moyen de gérer des personnages avant qu'ils partent à l'aventure, donc vraiment la méta qui est très compliquée pour eux en ce moment j'ai l'impression.
Donc voilà déjà au niveau des petites images. On va voir les decks dans 2 petites secondes, mais voilà, ces images-là vont se retrouver sur internet. Si jamais vous aimez bien ces images, n'hésitez pas à le faire savoir. Pour être honnête, sur les images, ce que je vais faire au niveau de ces deux grosses rondes-là, ce que je vais faire pour la prochaine fois, c'est que plutôt que d'écrire Rubis Saphir, je mettrai les icônes comme je l'ai fait ici, à côté. Ce sera plus visuel, je pense, pour les gens, plutôt que de juste lire Rubis Saphir. S'il y a les couleurs, je pense que c'est tout de suite mieux. Voilà une des choses que je vais améliorer, et peut-être au niveau des images de couleurs, mettre d'autres choses derrière, que ce soit pas juste le rond de couleur. Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, sachez que je vais travailler sur le fait de rendre ces images un peu plus digestes, surtout les deux premières qui peuvent être un peu plus compliquées à lire, je pense. Et j'espère que le taux de conversion vous fait plaisir, que ce sera un nouveau truc qui vous donnera envie de voir justement ce genre de vidéo et de voir tout simplement les images sur internet. Donc voilà, si jamais vous appréciez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir parce que c'est une petite nouveauté. Vu que je parle toujours des taux de conversion en switchant entre l'image 1 et 2, je me suis dit autant en mettre une troisième qui sera jolie, qui sera visuelle, et je pense qu'avec les petits codes couleurs sur les augmentations et diminutions, ça marche très très bien. Ce qu'on va faire ensuite, c'est regarder rapidement les différentes decklists qu'on a donc pour l'Open par Ludotrotter. On a les différents decklists jusqu'au top 32. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 5 premières decklists pour 2 raisons. Premièrement, parce que chacune d'entre elles, c'est un deck différent. Et deuxièmement, j'ai pas fait plus parce que sinon la vidéo risque d'être un peu trop longue, ce qui serait un peu dommage. Je veux quand même garder la vidéo avec un truc à peu près digeste. Mais donc voilà, on va voir 5 decks un peu rapidement. Donc les 5 premiers tout simplement parce que ce sont à chaque fois les top decks de leurs couleurs respectives. Si jamais le 5e aurait été un deck qu'on aurait déjà vu précédemment, bah, j'aurais plutôt pris un autre plus loin. Là c'est juste que les 5 premiers, en tout cas les 5 premiers dans la liste ici, ça tombe bien, ce sont 5 decks différents. On commence avec le vainqueur, joué par notre... Ah zut, attendez, bah oui, il n'y a pas les... Oui, voilà, par Babou, il faudra que je revienne ici à chaque fois pour me souvenir. Ok. Joué par Savior Babou, du bleu dans les commentaires, bien sûr. Le petit deck Embrassier avec une grosse différence par rapport au deck précédent, il n'y a aucun Tuons la Bête. On estime que Tuons la Bête est très mauvais contre bleu-rouge et c'est tout à fait normal. Et on estime qu'on n'a pas besoin de ça pour gérer les autres match-up. On a tellement d'autres chansons très agressives que clairement on a de quoi faire. C'est donc une decklist Embrassier avec la présence de Cendrillon et Robin des Bois comme tour 1, donc ce qui veut dire évidemment des gros Cendrillon et des gros Robin des Bois derrière. Beaucoup de chansons qui font des dégâts, ça vous avez l'habitude. 4 réponses, 4 Navine. Le 4 Navine quand même un peu surprenant, des fois on joue 2 ou 3 et sinon on monte bien à 4, ce qui prouve clairement que Navine était complètement une carte que j'avais bien analysée. Autant vous dire que les top et flop ils vont être incroyables, d'ailleurs top et flop qui vont arriver sûrement la semaine prochaine, faut que je fasse la vidéo. Et donc voilà, 4 pattes parce que bah, en fait les gens ont commencé à voir que les pattes étaient moins présents dans la méta, les gens commençaient à en mettre moins parce que en fait c'est toujours une question d'équilibre. Les gens mettaient moins d'actions à cause des pattes. Donc les pattes avaient commencé à diminuer parce que c'était moins intéressant. Donc les gens ont recommencé à mettre des actions, donc on recommence à mettre des pattes. Et les jauges vont continuer à faire comme ça pendant très longtemps encore. On a aussi quand même 3 il en faut peu pour être heureux qui peuvent être très intéressants parce que ça peut permettre d'enlever les fameux sous-fétiches avec bleu rouge pour les mettre dans la défaut, c'est ralentir un peu l'adversaire. Ou d'enlever des cartes qui peuvent être importantes dans à peu près tous les match-ups. C'est une chanson, c'est très utile. Certes, il n'y a pas de lanterne, il n'y a pas non plus ces fameuses petites flûtes qu'on aime tant. Donc le deck peut à un moment galérer à faire le dernier point, et d'ailleurs on a vu Babou plusieurs fois dans le stream monter à 18 ou même 19 points et ne pas réussir à finir à temps, mais fort heureusement il a quand même réussi à gagner parce que c'est le grand vainqueur du tournoi. Énorme GG à lui, et énorme GG à cette decklist que je trouve vraiment très intéressante. On enchaîne avec un petit violet rouge, le rubis améthyste, qui est monté justement en deuxième, qui a été joué par, si je ne me trompe pas, Oshigakizame. Désolé, il faudrait vraiment que je relise le nom parce qu'à chaque fois je pourrais jamais le retenir d'une fois, quoi. Malheureusement il y a trop de syllabes d'affilée. Mais donc un violet rouge très intéressant parce que bien qu'on ait la présence de Finrad... non attendez, j'ai dit n'importe quoi. Non oui, c'est le violet rouge classique, c'est un autre violet rouge, on avait vu ni chèvre ni truc et tout. Ici on est sur un violet rouge relativement classique avec les tourins, bah, les adeptes et les balais magiques, une librairie 4 châteaux, ce qui est clairement un choix orienté plus dans le but de faire du rush, parce qu'avec des balais magiques et des adeptes, quand on les met dans les librairies, l'avantage c'est qu'on peut faire énormément de cartes d'advantage, parce que leur capacité faisant qu'ils vont être bannis, si on les met dans les librairies juste avant, on va piocher plus de cartes que prévu, ce qui est très fort. Le Flynn Rider, évidemment, pour faire un peu de rush en début de partie, en particulier contre les decks, je pense... J'allais dire, ouais, plutôt bleu-rouge quand même, parce qu'en embrassier, souvent, il va se prendre un sort de dégâts direct, entre guillemets, une action de dégâts direct, et donc il risque d'y passer. Et contre les autres match-up, ils peuvent avoir des personnages aussi forts que les vôtres, donc c'est compliqué.
Derrière le package Merlin Mime, on note la présence que de seulement 2 crabes dans ce deck, mais bon, on a de la patate sur les personnages en général, donc c'est pas trop gênant. 4 Maui, 2 Tremen, 3 Medusa, quand même beaucoup de non ancrables à ce niveau-là, 5 personnages qui vont gérer d'autres personnages adverses directement. Très peu d'actions pour gérer les personnages adverses, parce qu'au final, on a 4 Soyez Prêtes, 4 Brawl, mais on n'a pas, par exemple, de un roi à contester, ou même de, notre roi de la fête, mais ça fait longtemps qu'on les voit plus, vu qu'on joue plus les mini et les Olaf. En dehors de ça, donc decklist plutôt classique, les mes amis d'au-delà, le package Merlin Mime, on va gérer le board au fur et à mesure. Si jamais on perd trop la tempo, on a toujours le Soyez Prête pour essayer de raser le board quand on en a besoin, mais sinon on va faire des points petit à petit tout en piochant énormément pour tenir sur la durée. Et voilà, l'avantage du château quand même dans ce match-up, c'est que vu qu'on a le Soyez Prête, si jamais on a posé 1 ou 2 châteaux avant le Soyez Prête, on est plutôt pas mal derrière. Le Rubis Saphir de Raclem. Alors attendez, je vais mettre un peu l'image comme ça, parce que sinon on va avoir du mal à tout avoir en même temps. Donc, Rubis Saphir de Raclem, qui est monté jusqu'en top 4 quand même, et un Rubis Saphir très intéressant, parce qu'il n'y a pas du tout le gros package basé sur les blocs de glace, avec les 6 ou à 3, et avec voilà, toutes les cartes qui bannissent par rapport à la force. Bon, on a toujours des Médusas, on a toujours des bagarres, parce qu'il ne faut pas déconner, les cartes sont très efficaces, ça ne change pas le fait qu'il y ait des blocs de glace ou pas, mais on est plutôt sur un bleu-rouge qu'on aurait pu voir au chapitre 3 ou 4, un bleu-rouge plus classique, mais avec la grande différence, même plutôt au chapitre 3 en vrai, donc bleu-rouge très classique, mais avec quand même la présence de beaucoup de nouvelles cartes qui rendent le deck très agréable. On a les 4 visions du futur qui sont très efficaces, on a les 4 typos aussi qui permettent d'ancrer rapidement et donc d'être à 4 d'encre au tour 3 pour directement jouer des Grands Mertala ou des Flaversham si jamais on a un objet en jeu. La présence de 4 fois le bleu lumière, Ofar I'll Go. 4 fois le bleu lumière, pourquoi? Parce qu'en fait on a encore une fois des chanteurs à 4, on a aussi des Maui, donc on peut chanter facilement cette carte et à la fois choper de l'encre et choper des bonnes cartes en main. C'est un deck qui va avoir moins de gestion de personnages qu'un deck avec bloc de glace, mais en enlevant tout ce package là, il gagne 2 avantages. Le premier avantage, c'est qu'il a beaucoup moins de non ancrable, donc il a beaucoup moins de chances de briques, très clairement, parce que là, si on regarde le deck, en non ancrable, on a 3 jeux vol, avec les 4 bleu lumière, on monte à 7, 10 avec les Medusa, 16 avec Be Prepare et Lucky Dime, et 17 avec Sissou, alors qu'on monte à 20 dans des decks plus classiques. Ici, on a quand même les jeux vol et les bleu lumière qui vont monter non ancrables, mais vraiment, c'est très différent d'avoir des non ancrables comme ça qui vont ancrer et piocher, plutôt que d'avoir des non ancrables qui sont juste des objets ou des Sissou qui, des fois, ne trouvent pas de cible pour la Sissou à 3. Alors, du coup, vu qu'on joue pas la Sissou à 3, ça veut aussi dire qu'on va avoir moins de Sissou à 8, parce qu'elle est plus difficile à alter, et du coup, on se base plus simplement sur des Soyez Prêtes, vu que ce deck ancre énormément. On a quand même 3 jeux vol, 4 typos, 3 plumes en forme d'arête, 4 bleu lumière. On a énormément de moyens d'ancrer, plus que dans un deck bleu-rouge un peu plus classique. Et donc à partir de là, on peut très rapidement arriver au stade où on peut jouer Soyez Prêtes et ensuite remporter la partie. Donc un deck qui va avoir aussi plus d'options de choix de cartes ou de pioche, avec les 3 développe ton cerveau qui ont disparu des autres decks au profit de Vision du Futur. Et on remarque qu'il y a seulement un seul cachez-vous, qui est sûrement là tout simplement pour pouvoir gérer les lieux, etc. Mais donc, pas de Cusco, juste un cachez-vous. Et le petit truc que je vois dans ce deck qui me fait très plaisir, parce qu'à Lyon, c'est quelque chose qui est très joué par certains joueurs bleu-rouge, c'est la Vitalisphère. Pour 1, on la pose, pour 1, on bannit l'objet. On donne charge et plus d'attaque à un personnage, ce qui permet à beaucoup de personnages du deck de pouvoir aller essayer de choper des lieux très importants. On peut utiliser la Vitalisphère sur un Tamatoa ou sur un Maui pour aller choper un château. Et donc ça, c'est plutôt pratique d'avoir charge de personnages, surtout au moment où on doit absolument gérer un personnage adverse qui est incliné. Le deck ayant un peu moins de gestion, il faut quand même qu'il y ait des moyens d'avoir charge ou des choses comme ça pour pouvoir gérer les lieux en face. Donc voilà, deck très intéressant, vraiment peu orthodoxe. Je pense qu'il a un excellent match-up au miroir, mais peut-être de moins bons match-up contre d'autres decks. Je pense que le manque de Sissou fait qu'il a un match-up très désavantagé face à des decks plus rush. Mais si on tombe pas compte, je pense qu'on n'est pas si mal. Le fameux acier émeraude du côté de Pierre-Henri Lebrun, qui est tout simplement PHX Nassan, qu'on a vu donc arriver en top 4, qui avait perdu, si je ne me trompe pas, contre SV Babou, mais j'ai entendu le match, mais je ne l'ai pas vu. Mais j'ai cru entendre qu'il y avait des petits rêves bleus qui avaient été assez impactants. Alors, deck intéressant, pourquoi? Déjà, il y a un seul T1, c'est Diablo, pour voir la main adverse, comme ça on peut savoir si on joue Morph ou pas. Le deck se base grandement, en fait, sur Morph et sur le fait de pouvoir avoir des alters efficaces derrière. Et après, il y a les packages classiques, du dégât en gris, de la défausse en vert et de la pioche, justement, avec la présence du Prince Jean,
qui va pouvoir piocher lorsqu'on va faire Ursula, lorsqu'on fait Anna, lorsqu'on fait Cruel Diablesse, lorsqu'on fait Hypnotiser, lorsqu'on fait aussi On ne parle pas de Bruno, bien évidemment. Donc beaucoup de cartes de défausse, dont certaines qui sont chantables, et donc chantables x2 avec Ursula, donc ça peut faire des gros écarts dans la main ou sur le board selon ce que Ursula chante. On note la présence 4 fois de la bête légendaire, parce qu'on peut la jouer dès le T3 avec Morph en fait, et du coup la bête légendaire au T3, bah c'est très difficile à gérer, parce que s'il reste debout, avant que tu aies de quoi gérer un truc à 3 d'attaque et 5 points de vie, si l'adversaire il fait pas bloc de glace bagarre, bah c'est compliqué. Et l'avantage c'est qu'encore une fois on a le petit Diablo pour pouvoir voir un petit peu la main du joueur adverse et savoir si jamais jouer Morph vaut le coup, ou si c'est plutôt jouer Ursula qui vaut le coup. Donc voilà, pareil, on peut savoir si jamais Alter notre Diablo sera efficace ou pas. On remarque d'ailleurs la présence de 2 cris qui sont justement là, à mon avis, pour booster un peu les stats en cas de match-up contre Acier par rapport au point de vie, ou surtout par rapport à des match-up contre Bleu-Rouge, par rapport au point d'attaque de leur personnage, pour les rendre un peu plus résistants aux différentes versions Bleu-Rouge. 2 Anna présentes parce que leurs capacités sont intéressantes, c'est de la défausse au pire des cas. Au meilleur des cas, ça permet de gérer des gros personnages qui ont été blessés juste une petite fois. 4 fois quand même, on ne parle pas de Bruno, assez intéressant, et aussi la présence, il faut en parler, de 2 muses qui sont là pour remonter des personnages qui pourront re-entrer en jeu, typiquement remonter des Ursula de son côté pour les rejouer, défausser des cartes de la main adverse, piocher avec Pringeant, tout ça, c'est très efficace. On peut remonter des Pringeants qui viennent de partir à l'aventure, comme ça, derrière on peut les reposer, pourquoi pas. Et l'autre avantage aussi, c'est tout simplement de remonter, bien sûr, des personnages dans la main adverse, si jamais ils sont un peu trop gênants, comme ça, on lui fait perdre de la tempo, tout simplement. Donc, deck très intéressant, vraiment basé sur la défausse bien sûr, mais pas que, encore une fois, le mélange défausse dégâts direct, bah voilà, je gère ta main, je gère ton board, et quand t'as plus rien, bah j'ai gagné. Et si jamais tu veux t'en sortir face à la défausse, j'ai Diablo, donc j'aurai toujours plus de cartes en main que toi, ça peut être très compliqué à gérer. Et le dernier deck dont on parlera, c'est bien sûr le violet vert, qui est arrivé seulement top 8 pour le coup. Excusez-moi, je vous avais dit que ça arriverait. Seulement top 8 pour le coup. Avec la présence de beaucoup de T1, mais beaucoup de T1 différents. Ça c'est très intéressant de voir beaucoup de T1 en un exemplaire seulement. On a 3 Clarabelle bien sûr, parce que Clarabelle est très forte pour casser les objets, et aussi parce qu'on a l'Alter Clarabelle qui déconne 0. Mais un petit Big Ben qui peut donner charge, un petit Ondin qui peut permettre d'avoir des débuts de partie très efficaces, et 2 Rafiki qui non seulement peuvent taper les Benzaï en face de manière gratos, mais sinon simplement vont taper à 3 quelque chose à un moment dans la partie, c'est plutôt pas mal. Je suis un peu surpris au niveau de ce mélange de personnages à 1, j'avoue. Autant le Big Ben, j'aime bien l'idée parce que on dit à l'adversaire, quand t'arrives en top, voilà, j'ai un Big Ben, à un moment je peux donner charge, prends-le en compte ou pas. Moi, l'adversaire il sait pas si tu l'as pioché ou pas, donc il doit le prendre en compte, mais il y a très peu de chances que tu l'aies après. Et du coup les cartes en font 1, c'est très cool par rapport à ça, parce que l'adversaire va devoir jouer au tour, alors qu'il y a très peu de chances que tu les aies en main. Parce que s'il joue pas au tour, ça peut être catastrophique. Donc autant le Big Ben je comprends, autant le Merlin, le Londin, c'est plus curieux. Je sais qu'il y a des joueurs qui me disent que voilà, ils peuvent mulligan 7 face à Bleu Rouge pour essayer de choper le Rondin en main de départ. Alors certes, il n'y a pas non plus un milliard de cartes non ancrables dans le deck, mais je trouve ça quand même un peu difficile personnellement, surtout qu'on a 4 Banzai derrière, donc voilà. En T2, Banzai et Madame Mime, plutôt classique à ce niveau-là, même si jamais les persifleurs, je les aime bien en vrai, mais les Banzai je comprends aussi l'idée, hein. Ça a de la stat, ça a de la vie. Contre Embrassier, c'est très nul, mais contre le reste, c'est plutôt pas mal. On a aussi la présence de 2 Mergotel. Pourquoi? Parce que d'une, tu peux monter le personnage à main, ça peut vous aider vraiment dans la partie, surtout qu'on a un peu de défausse, ce qui n'est pas le cas ici, on notera. Mais surtout parce que quand même, bah, on a la grande Mergotel, et la grande Mergotel peut aider à gérer des match-ups dans lesquels il y a des personnages hors d'atteinte, et justement, bah là, ça peut vraiment vous aider de fou. Ursula, classique, beaucoup de T2 dans ce deck, hein, beaucoup de T2. Donc il a besoin de beaucoup de pioches et ça tombe bien. Au niveau des modules de pioche, mes amis de Dodla, Merlin Lapin pour les hommes. Donc on a des choses à faire à ce niveau-là. Petit kit pour remonter des personnages en main. Le Lyle qui tourne match-up rush. Enfin les match-up contre les match-up un peu rush en face, c'est du pain béni. Mais en dehors de ça, faut pas oublier que donner combattant à l'adversaire, c'est très efficace dans plein de match-up. Si le Tamatoa d'en face, il est combattant, c'est embêtant parce qu'il pourra pas gérer les objets ce tour-ci. Ni faire beaucoup de lore, pareil pour un Flavor Sham, donc voilà, en dehors du fait que contre Matchup Rush c'est bien, les personnages qui ont des effets quand ils partent à l'aventure, tu leur donnes combattant, bah ils font la tronche franchement. Le package Mime Merlin qui est au complet x4 pour tout le monde, on n'hésite pas à ce niveau-là. La monobelle qui peut toujours faire plaisir parce que certes vos personnages ont beaucoup de 3 points de vie, mais justement des fois si en face ça a un peu des points d'attaque un peu faibles, on peut aller prendre des dégâts en gérant le personnage et faire une belle pour transférer les dégâts autre part, c'est très intéressant. 4 fois Elsa parce qu'il faut gérer les Diablos. Et parce que la carte est très forte, on va pas se mentir, la carte est vraiment incroyable. Les Mergotel, on en a déjà passé à 6, et donc 3 Clarabelle, 2 Ursula, seulement 2 Ursula, des fois j'en vois 3. Ursula contre Embrassier, c'est juste
une tuerie. L'adversaire peut plus chanter, donc il doit jouer ses chansons à la mano. Et là, il perd énormément de tempo qu'il gagne en chantant les chansons normalement. Attention quand même, Ursula n'empêche pas Naveen de faire son effet. Ça peut être dangereux. Et Clarabelle tout simplement parce que si jamais l'adversaire commence à remonter dans la partie, Clarabelle c'est vraiment la carte qui vous sort des situations épineuses. Et au pire des cas, si vous êtes bien devant la partie, c'est une 5-6 de l'or, c'est extrêmement dur à gérer pour tout le monde. Vraiment 5-6 de l'or, donc plutôt bénéf. Donc voilà, au niveau des decks, j'espère que cette petite analyse de méta vous a plu. Maintenant vous êtes fin prêt pour vos 7 Mirabelles et pour vos différents tournois, dont le Lorca Quest je rappelle. Voilà, vous avez une idée des decks qui ont été très efficaces à Angers. Vous avez une idée de ce qui est fort dans la méta. Maintenant, à vous de voir si vous prenez les decks qui sont forts dans la méta ou si vous prenez un deck en prévision de la méta pour essayer de la contrer. Je vous laisserai libre de ce choix. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour d'autres contenus et à très vite pour d'autres annonces. Je peux vous le dire déjà, mais réservez votre mercredi 16 octobre. On a un petit truc très sympa que je suis en train de préparer avec d'autres créateurs de contenu. On va bien s'amuser tous ensemble, je pense. Ça va être très cool. Et si jamais ça marche bien, il y aura même des versions où tout le monde pourra participer. Ça sera incroyable. Dans les vidéos qui vont venir, donc il y a l'annonce de ce truc là, il y a des vidéos concours, il y a aussi donc le top et flop qui vont arriver bientôt, et puis mardi, le retour du mardi méta, donc voilà, on verra de quoi on parlera. J'ai vu qu'il y avait plein de résultats de tournois sur Inkdex, donc on essaiera de choper des decks un peu sympas durant le mardi méta, et on regardera un peu les decks qui ont perfait, qui sont un peu bizarres, on en parlera ensemble. On pourra aussi parler un peu des différents projets qui arrivent, bref, il y a pas mal de choses qui vont être très cool à mater. Donc voilà, je vous laisse là, je vous fais de gros bisous, je vais retourner tousser pendant que je fais le montage de cette vidéo, je vous fais des gros bisous à tous, ciao tout le monde. On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7h et à 10 jours du Lorcana Challenge. Alila, Hyper, son paroxysme, j'espère que vous êtes